Bonjour Samy Canaan. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Magistrat en charge de la culture et du sport. Puisqu'on est à table, on va faire un petit parallèle. Est-ce que la culture culinaire gastronomique, c'est aussi dans vos compétences personnelles ? Oui, je reconnais gourmand, j'apprécie la bonne chair. Ceci dit, en général, à midi en semaine, je fais léger. Parce qu'on a une journée de travail intense, des journées longues en général, y compris le soir. Donc si on fait trop bonne chair à midi, forcément que l'après-midi peut devenir un petit peu compliqué. Mais sinon, volontiers. Ouais. Vous êtes un homme des fourneaux, vous ? Alors pas assez souvent, il paraît que quand je fais à manger, les amis apprécient puis me demandent de recommencer, donc il faut que je prenne le temps. Alors je fais pas forcément des choses très compliquées, j'ai réalisé que si on suit correctement une recette et qu'on le fait avec affection et enthousiasme, en général ça foire pas trop. En tout cas, à moins qu'ils soient tous en train de vouloir me flatter, non mais je crois pas, en l'occurrence j'ai eu des échos plutôt positifs. Allez, on va regarder la carte. Vous êtes plutôt quoi vous ? Je suis curieux et très polyvalent. Il y a peu de choses que j'aime pas, à part peut-être tout ce qui est plutôt entrailles, oignons, ça c'est pas trop mon truc, mais sinon j'aime à peu près tout. J'avoue, c'est pas juste du politiquement correct, je suis en train de me dire tout ce que je diminue peu à peu ma consommation de viande rouge surtout. Ouais, mais par conscience ou Par choix. À la base, je reconnais que j'apprécie une bonne pièce de viande. Mais j'ai remarqué qu'au-delà de la question environnementale, il y a aussi, en tout cas le soir, j'ai remarqué objectivement que je le digère moins bien qu'avant. Je sais pas si c'est l'âge, faut reconnaître parfois les lignes. Mais par exemple, un tartare de bœuf le soir, c'est fini, quoi. Bon. Mais alors, aujourd'hui... Là, toutes les options sont possibles. Ah là là, je vois, il y a des bonnes choses en tout cas. J'avoue que le thon est tentant, même si on va se poser plein de questions sur la production du thon. Ouais, ça fait partie des choses qui dictent vos choix aussi, la provenance. Oui. Ouais, je prétends pas pouvoir être toujours cohérent, c'est-à-dire que je vais mentir si je disais que je mange toujours local et bio et tout ça équitable et voilà. Et puis, mais il y a une réelle, par exemple, si j'ai la possibilité, quand je fais mes courses ou prosaïquement, quand on parle de fruits et des légumes par exemple, si j'ai la possibilité d'acheter local, donc Genève Région Terre Avenir ou bio, je le fais. Je me méfie du bio qui vient de Nouvelle-Zélande par exemple, enfin j'ai rien contre la Nouvelle-Zélande, mais disons le bio longue distance. Mais en tout cas d'essayer d'acheter de manière plus consciente, oui. Ça résoudra de loin pas tout. Mais ce genre de réflexe est salutaire. Ouais. Alors, est-ce que vous avez fait votre choix ? Je crois, ouais. Allez-y. Je vais prendre le pavé de thon. Moi, je vais tenter les orecchiette pesto, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai pas vu les orecchiette. Ah oui, juste. Non, je prends les orecchiette, ouais, ça fait envie, pesto, ouais. Est-ce que vous buvez quelque chose ? Non, de l'eau, ça va très bien. Même réflexe pour la nourriture, quoi. J'aime bien le bon vin, je dis pas le contraire. Pas pour rien que j'ai fait cette petite vigne municipale. C'est vous qui avez initié. C'est marrant parce qu'au début, avec cette idée, les gens m'ont regardé un petit peu du genre, oui, enfin bon, le petit gadget. Enfin, ils comprenaient pas. Ouais. Puis je dis, c'est sincère, c'est que je me rends compte à quel point plein de citadins genevois ne se rendent pas compte du vignoble qu'on a, de grande qualité. Et donc c'est vraiment une piqûre de rappel, parce que c'est symbolique. 200 pieds, on ne fait pas une production majeure. Il se trouve que la ville de Genève n'a jamais hérité, comme d'autres villes l'ont eu, des vignobles qui produisent, comme Lausanne ou Berne, Bienne. Mais au moins cette piqûre de rappel, on a cherché plein d'endroits, et finalement c'est vrai que tout le monde reconnaît que cet endroit près du Palais Nard, dans le bastion Saint-Léger, est idéal. Elle pousse bien. Je suis allé voir l'autre jour. Ah oui. Magnifique. Préparez vos bouteilles. Et puis, donc, la première vendange, il faut patienter. C'est 3-4 ans jusqu'à la première. Ouais. Et puis, j'ai une fois invité les vignerons Palais Nard qui étaient un peu surpris. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir des liens avec la ville de Genève. C'est pas une commune viticole. Genre, qu'est-ce qu'il nous veut ? Puis, j'ai dit, franchement, c'est pour faire des liens. C'est aussi pour contribuer à votre valorisation. Ils en ont besoin parce qu'ils font du super boulot. Mais c'est difficile le métier. Je veux dire, ils sont concurrencés avec des prix qui sont parfois ridiculement bas de produits d'ailleurs. Du coup, ça m'a valu d'être intronisé à l'Académie du CEP. Comme quoi. Mais le vin, vous, c'est un domaine qui vous parle particulièrement ? J'aime bien un bon verre de vin. Je prétends pas être... Alors, si vous me faites déguster, je crois que je suis pas très bon dans... Vous savez, les gens qui sont... C'est impressionnant, les gens qui arrivent à identifier le cépage, l'origine. Mais en tout cas, oui, un bon verre de vin, plutôt rouge en l'occurrence, mais j'aime beaucoup, ouais. Je reviens à la question de la culture culinaire. Est-ce que c'est dans la famille, est-ce qu'on pourrait appeler une culture culinaire ? Alors oui, mélangée, puisque comme j'avais des parents d'origine mixte, entre ma mère alémanique et mon père libanais, on vivait au Liban, donc il y avait une cuisine familiale très mixte en fait. Il y avait autant des plats de cuisine familiale libanaise, variés. C'est une cuisine qui a beaucoup de légumes typiquement. Alors quand on est enfant, c'est pas la première chose qu'on aime, mais en fin de compte c'est très bien. Mais aussi de plats plus occidentaux. Donc, et j'ai eu la chance du coup d'avoir accès à plein de styles alimentaires et de plats différents. Alors, vous avez parlé d'ouverture, de richesse. Pour vous, c'est le prénom eu égard à votre parcours. Du Liban jusqu'à Genève, c'est jalonné d'histoires compliquées, mais qui font aussi votre richesse. Et il y a un côté positivisme à en sortir. Oui, c'est clair que l'histoire elle peut être considérée comme compliquée objectivement, parce que la guerre du Liban a affecté... on est encore relativement privilégié parce qu'on avait la possibilité d'aller en Suisse. C'est pas le cas de tous les gens. Mais c'est vrai que ça donne une existence relativement nomade. Comme je disais avec ma soeur, on a compté qu'on a changé 8 fois d'école. Parfois des allers-retours d'ailleurs, on retournait au pays. Les étapes, c'était Liban, Berne,
Liban, Toun en fait, parce que ma famille est du côté d'Inde, donc un petit moment à l'école à Toun, ensuite en Grèce, parce que l'employeur de ma mère avait déménagé en Grèce temporairement, comme beaucoup de gens d'ailleurs en lien avec la guerre au Liban. Donc lycée français d'Athènes, retour au Liban, petit retour en Suisse, retour au Liban et aller définitivement en Suisse. Ce qui fait que d'ailleurs parfois on revenait à un endroit où on était avant, on retrouvait des copains d'avant. Et puis à l'époque, il faut se rendre compte comme gamin, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui pour communiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus facile, Facebook ou autre moyen électronique. Mais à l'époque, surtout au Liban, la téléphonie fixe marchait très peu, mal. Donc la vie sociale était complexe parce qu'en gros, on laissait un message chez l'un ou au bureau via les parents ou au concierge. Il y avait des concierges partout à l'époque pour organiser une vie sociale. Maintenant, ça paraît banal, mais avec les portables. Et aujourd'hui, toutes ces étapes, vous en conservez des proches, des souvenirs, Oui, je garde en tout cas beaucoup de souvenirs. Après, les contacts, certains sont évidemment distendus, mais il y en a qui se raniment, enfin qui se réveillent. Là, alors typiquement Facebook en service. Pour des gens qui sont à distance, c'est un moyen ultra simple de renouer un contact. Après, idéalement, on se voit, mais au moins de... Voilà. Puis les gens me contactent, ah ouais, j'ai vu ta trace voilà, dans les médias ou quelque chose. Le hasard veut qu'il y ait un groupe WhatsApp qui s'est créé avec quelques cousins libanais. Et d'un coup, d'autres cousins se sont mis dessus. Je crois qu'il y a eu 1500 messages en une semaine. Parce qu'il y a une espèce de mise à jour des histoires. Ils sont éparpillés entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'île de la Réunion, le Liban, enfin plein de pays. C'est très touchant, une espèce d'avalanche d'informations, qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce que c'est tes enfants, machin, etc. Les moyens d'aujourd'hui permettent ça. Il n'y a pas de grande réunion de famille, on se retrouve autour d'une évidemment, table. on réflecte la discussion, c'est quand est-ce qu'on arrive à se voir, c'est pas tout à fait facile. Bien sûr. Mais il y a beaucoup, d'ailleurs, vous avez au Liban, l'été, disons, pendant l'été et parfois aussi à Noël, les familles qui se regroupent ne fût-ce que pour garder le contact. De vos souvenirs d'enfance, qu'est-ce qu'il en reste de beau, d'éclatant, de brillant du Liban ? C'est lumineux sur plein de plans, c'est un pays qui est minuscule, mais qui a vu passer toutes les civilisations imaginables. C'est un carrefour incroyable. Et quand on parle de la Suisse du Proche-Orient, c'est bien sûr un cliché, mais c'est pas entièrement faux dans le sens carrefour et lieu de diversité et de contact. Il y avait une très grande richesse intellectuelle aussi et culturelle, une liberté d'expression qui est rare dans cette région du monde. Effectivement, une énorme créativité et résilience, beaucoup de dynamisme, un sens de l'hospitalité qui est très très fort. Et des coins, le Liban, c'est même pas un quart de la Suisse en surface, mais une énorme diversité à la fois géographique, historique, des coins absolument magnifiques. Alors, les Libanais disent parfois que ce qui a plus amoché le pays, c'est pas la guerre, c'est le béton. C'est un pays très dense et il bétonne à tout va. Alors là, je dois dire, quand je vois ici les discussions qu'on a sur la protection du patrimoine, ça ferait doucement les Libanais, ils protègent à peu près. Il y a des lois, mais elles ne sont pas respectées. Ça, c'est dommage. J'ai des très bons souvenirs d'enfants à part ça. Il se trouve que j'étais louveteau puis scout, voilà. C'est un moyen de s'occuper de... Et c'était un moyen surtout d'aller dans la nature. Faire des excursions, quoi, des balades, des randonnées, des camps. Donc quand vous lâchez dans la nature, vous pouvez vous en sortir. Ouais, absolument. J'ai essayé de ne pas oublier tous mes souvenirs, comment on fait du feu, comment on fait une tente, comment on monte une tente, etc. Ouais. Ok. Bon. Je suis à deux doigts de vous demander un test pour faire le feu. Oula, ouais, là je pense qu'il y a un peu prescription, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci bien. Mais disons, heureusement d'ailleurs, j'ai ces très très bons souvenirs. J'ai la chance d'être né à... Disons, la guerre a commencé, j'avais 11 ans. Donc heureusement j'ai des souvenirs de avant 11 ans, d'une part, qui sont très bons. Et puis même entre deux, cette période où je revenais au Liban, c'est la particularité de la guerre du Liban, c'était pas non-stop, c'est qu'il y avait des accalmies, où on recommençait à vivre à peu près normalement. Je dis à peu près, parce qu'il y avait quand même toujours des tensions, des milices, des histoires, des incidents. C'est d'ailleurs quelque chose qui marque, je me suis rendu compte de ça beaucoup plus tard. Quand vous avez une vie à peu près normale, vous allez à l'école, vous avez vos loisirs, mais vous êtes quand même toujours sujet à un incident X ou Y qui vous bousille le projet, quoi. Je sais pas, ce week-end, vous avez vraiment prévu d'aller faire quelque chose avec les copains, ou un truc de scout, par exemple, ou n'importe. Et tout à coup, voilà, parce qu'il y a 2 milices qui commencent à se taper dessus, tout est annulé. Alors ça, c'est un truc latent. Ou bien quand on n'arrive pas à rentrer l'école à la maison, un jour, parce que les milices recommencent à se taper dessus. On s'adapte tout le temps. Mais c'est ce qui use les Libanais à la longue. Bon appétit. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir, merci de l'avoir accepté. Quand on est élu le midi, ça veut dire les séances de travail qui débordent à la table avec d'autres élus, avec d'autres considérations politiques ou la vie de la cité. Oui, c'est objectivement le cas. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait une pause de midi non professionnelle. C'est-à-dire qu'on l'utilise soit au restaurant pour discuter quelque chose avec quelqu'un élu ou voilà, autre partenaire. Dans mon cas en plus, comme je m'occupe de culture et de sport, c'est des domaines par essence relationnels. On parle beaucoup de projets au sens large du terme, d'activités. Peut-être aussi des partenaires privés qui décident de soutenir une activité culturelle ou sportive. C'est souvent un temps très utile, ouais. Après, il y a aussi des réunions institutionnelles. Il y a, par exemple, les commissions de l'association des communes genevoises, elles sont souvent à midi, parce que mes collègues ne sont pas à plein temps dans les autres communes.
Donc pour eux, c'est la possibilité de venir à la pause de midi. Mais la table, c'est des moments d'ajustement ou c'est là où on peut prendre des grandes décisions Des grandes décisions, pas forcément, mais en tout cas des échanges de vues, des négociations, ou parfois de comprendre un sujet X ou Y. Parfois, j'ai pas de rendez-vous. Quand j'ai pas de rendez-vous, j'essaie de... hier, par exemple, j'ai pu passer chez moi, manger une salade. En général, on travaille quand même, du coup. On fait soit des téléphones qu'on n'a pas eu le temps de faire, soit des mails. Une pause de midi au sens classique, on arrête vraiment de travailler, en semaine en tout cas, ça n'existe quasiment pas. Et puis le soir est souvent pris aussi, soit par des séances au sens commission, plénière et autres, soit dans mon cas évidemment par pas mal d'événements, vernissage ou autres. Sur la question des frais de ces repas, c'est tout au clair maintenant là ? Je pense ça l'était déjà avant, dans le sens que quand la Cour des comptes a fait son audit, ils ont auditionné les 5 magistrats. Ils avaient examiné l'année 17, puis ils avaient isolé des cas sur lesquels ils avaient des questions. Dans mon cas d'ailleurs, avant même quasiment regarder mes dossiers, je me rappelais à chaque fois avec qui, pourquoi et comment. Visiblement, ils ont trouvé ça convaincant, puisqu'après ils n'ont pas épinglé de cas chez moi. Il se trouve que je note mes rendez-vous dans l'agenda, donc je peux rétroactivement dire, jusque depuis 2011, avec qui et donc pourquoi. Après, on peut discuter, c'est une bonne idée que j'ai rencontré X ou Y, ça c'est autre chose. Mais disons, c'est normal de justifier les frais. Et après, ce qui avait frappé à l'époque, c'est que j'avais des dépenses voyage assez conséquentes. Puis j'ai dit, d'une part, c'est vrai que je vais régulièrement à Locarno, par exemple, au festival, parce que là, il y a tout le monde, en quelque sorte, sous la main pendant quelques jours. Donc c'est en fait très efficace. Ou toute proportion gardée aussi à Avignon pour le théâtre. Et puis il se trouve que, j'aurais peut-être pas dû en l'occurrence, parce que ça m'a fait remarquer, mais je représente la ville dans les réseaux de villes au niveau suisse et international. Du coup, c'est vrai qu'il y a plus de déplacements. Et en ce moment, les réseaux de villes prennent beaucoup d'importance au niveau national et international. Mais tout est documenté et justifié. Dans le quotidien, dans la rue, on vous prenait à partie sur ces questions ou c'était très microcosme politique médiatique ? Honnêtement, non. J'en parlais toujours d'une jeune femme qui s'est présentée comme une jeune mère de famille qui élève son enfant seul, qui m'avait abordé une fois à la Migros où je vais d'habitude. Très gentiment, très poliment. Et j'ai beaucoup aimé sa conversation parce qu'à la fois, elle m'a dit qu'elle me faisait confiance, que d'après elle, j'étais tout à fait honnête, Et puis il se trouve qu'elle profite aussi des prestations culturelles et sportives du département avec son enfant et qu'elle trouvait ça génial. Après elle m'a dit, oui mais vous avez quand même eu 27 000 francs l'année passée, tout compris. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup d'argent ? Je dis, oui mais madame, ça, c'est clair, si on compare avec des revenus de gens qui n'ont pas des hauts revenus, c'est beaucoup d'argent. Vous comprenez, moi je calcule chaque franc, je dis oui. Après j'ai expliqué, voilà, les voyages, que j'essaie de faire attention, mais que parfois ça fait des frais si on se déplace. Mais une conversation très constructive, puis à la fin elle m'a dit, j'espère que je ne vous ai pas dérangé. Je dis non, au contraire, c'était... J'ai beaucoup apprécié ces conversations parce qu'elle a osé, disons, exprimer un avis. Elle l'a fait de manière à la fois critique ou dans le questionnement, mais tout en restant respectueuse. Tout à fait respectueuse et constructive. C'est le seul cas, je dirais, direct où on m'a, disons, posé la question. Les élus, les collègues de l'administratif, les collègues du municipal, c'est des personnes que vous êtes susceptibles de voir dans vos temps personnels ? Dans le village genevois, ça peut arriver, ne fût-ce que parce qu'on se trouve à la même soirée, par exemple. Ouais. Récemment, j'étais à une crémaillère d'amis à moi, forcément on croise des gens... Plus par hasard que par volonté. Oui, enfin après, certains peuvent devenir des amis, bien sûr. Ouais. Hein. Mais des vrais amis, il n'y en a pas forcément beaucoup. J'essaye aussi, heureusement j'en ai, de garder des amis ou des proches qui ne sont justement pas dans le circuit, parce qu'il faut aussi pouvoir parler d'autres choses en quelque sorte. Mais dans le village genevois, ça me fait rien, parce que justement, comme je m'occupe de culture et de sport, donc je suis souvent dans des événements, vernissage, inauguration de festival ou une pièce de théâtre. On est presque toujours en représentation, surtout que c'est normal, les gens profitent de vous voir dans ce genre de contexte pour vous aborder sur des enjeux, des projets, des demandes. C'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous au bureau. Donc c'est vrai qu'on peut être abordé même un petit peu dans l'espace public, quoi. Genre, est-ce que j'ose vous déranger une minute ? Est-ce que vous avez des places pour la Lever Cup ? Ça, c'est arrivé, ouais. Je dis que même nous, on n'avait quasiment aucune place. On avait quelques places vendredi en tant que conseil administratif via Swiss Tennis. Vous avez été ? Non, mais la présidente du municipal m'a dit qu'elle avait pu y aller. Sur ces maigres places, on a donné une à Madame Teubé, effectivement. J'avoue que j'étais impressionné parce qu'on savait que c'est une opération à gros budget. Mais j'ai jamais vu Palais Expo comme ça. En tout cas, les gens que j'ai croisés, y compris ceux qui ont payé assez cher leur place, ont été contents parce qu'ils estiment en avoir eu pour leur argent. Et justement, le parallèle entre ceux qui paient assez cher leur place, voire même très cher, et ceux qui ont des invitations parmi les élus de la ville, est-ce que c'est bien cohérent ? On fait très attention parce que les invitations, il faut vraiment que ce soit lié à la fonction. Je veux dire, moi, le vendredi, j'ai fait la représentation. J'aurais la possibilité d'y retourner samedi, dimanche, mais là, j'avais pas trop de temps, mais même, j'aurais trouvé là
Typiquement, d'aller tout le week-end à la Beer Cup, c'est pas indispensable. Quand on s'occupe de culture et sport, les gens du milieu concerné, quelle que soit la catégorie, depuis le petit spectacle indépendant, des artistes locaux, jusqu'à un truc de prestige, on va dire, comme la Beer Cup, ils attendent que vous soyez là. Enfin, pour eux, c'est aussi marque de reconnaissance, c'est relationnel. Donc effectivement, quand je vais au Grand Théâtre, je suis transparent, oui, ça c'est des places de la ville, donc je les paye pas. Après, si c'est à titre privé, forcément que je dois les payer, quoi. Mais il faut trouver toujours pouvoir justifier que c'est lié à la fonction. Contrairement à ce qu'on croit parfois, on ne reçoit pas 36 000 cadeaux. Mais disons, je suis très très attention à la valeur des cadeaux que je reçois, c'est pas une bouteille de vin ou une boîte de chocolat. Du coup, on a trouvé un moyen simple, parce qu'on ne peut pas toujours envoyer aux gens, c'est vexant, au bureau, parce que les petites bouteilles de vin, chocolat ou je sais pas, des trucs plus ou moins utiles. Ce qui est consommable immédiatement comme le chocolat, c'est l'équipe, quoi. C'est très apprécié d'ailleurs. Et puis beaucoup de chocolat l'après-midi. Voilà, donc continuez à offrir du chocolat, messieurs, dames, merci. Mais le vin, on boit quasiment jamais c'est rare qu'on ait des occasions de boire du verre au bureau, franchement. Donc on regroupe ça dans un endroit, et puis c'est une tombola lors de la rencontre de Noël de toute l'équipe de direction. Et les personnes qui vous sollicitent de manière informelle, non officielle, alors certes pour vous parler de projets ou autres, mais est-ce qu'il y a des demandes étonnantes Ça va encore, parce que les gens, ou parfois par mail, il y a un côté touchant, mais on ne peut pas toujours suivre, c'est qu'ils disent j'ai un projet génial, j'ai une idée pas possible, je vais parler avec vous de projet, est-ce que je peux vous voir la semaine prochaine ? Puis les gens sont parfois surpris que c'est objectivement pas possible de réagir aussi vite, de recevoir toutes les personnes. Alors j'essaie au moins de les faire recevoir par quelqu'un, parce que parfois il y a une idée géniale aussi quand même. Des choses vraiment... un truc qui m'a fait rire, l'autre jour j'en parle en commission des sports du conseil municipal, c'est qu'on a, comme on est une ville très internationale, on a effectivement plein de gens qui nous amènent des sports de partout, ou des variations de sports existants. Puis un jour on est venu vers moi, j'ai vraiment cru que c'était une plaisanterie, avec des gens qui voulaient jouer au Quidditch. Vous avez vu Harry Potter ? Ouais. Puis j'ai dit non mais attends, là c'est une plaisanterie, c'est pas possible. Enfin j'adorerais évidemment pouvoir soutenir un spectacle de Quidditch. Ils ont inventé une variante, on va dire, non magique. Ouais. Ils tiennent un balai et puis ils courent avec le balai. Est-ce que vous avez vu une démonstration ? Et ils demandaient un terrain. Alors j'ai pas encore eu l'occasion, parce que le problème c'est que pour l'instant on n'a pas de terrain à leur offrir, en tout cas sur le territoire municipal, parce qu'on est à court de terrain. C'est comme ceux qui sont venus me voir en demandant à jouer au hockey sous-marin. Et c'est juste, ça fonctionne comment ? Ils sont au fond de l'eau, puis ils remontent pour respirer de temps en temps, puis ils redescendent. Dites oui, je vous en supplie. Je suis d'accord, là je suis sûr que ça sera du succès, hein, pas ça. Est-ce que vous êtes café ? Espresso. Alors 2 expressos s'il vous plaît. Je m'arrête en général avec celui après le déjeuner. Je sais que chaque personne est différente, mais si je bois du café l'après-midi, j'ai l'impact le soir. Ah, vous l'avez mesuré ? Relativement, oui. C'est peut-être aussi lié à la quantité. En tout cas, je bois du café le matin et puis jusqu'à inclure le déjeuner. Et la Williamine, pas d'effet Ça devient rare, oh là là. La Williamine, non. Quand j'ai bu la dernière fois la Williamine, ça fait un bail. Hein. Non, un single malt, ça peut être sympa. Ah, ouais. Dans les bonnes circonstances. On trouve toujours des bonnes circonstances, non ? On peut les créer. Un single malt ou un très bon rhum. J'ai découvert un bar aux Olives qui est spécialisé dans les rhums. Okay. 120 rhums différents. Je connaissais déjà le bar du Nord à Carouge qui est alors lui connu pour les single malt, avec un mur impressionnant. Mais là, le Little Barrel aux Olives... 120 rhums. Vous avez déjà goûté combien du coup ? Off, les 120, non, heureusement pas. Mais plusieurs, puis ils vous expliquent, c'est comme le single malt, voilà, plus ou moins doux, plus ou moins plus corsé. C'est intéressant. Mais à dose raisonnable. Vous invitez beaucoup ? Alors moi, justement, les dernières années, je me suis rendu compte que ça arrive encore, mais s'il y a une intention, c'est de recommencer à inviter un peu plus. Heureusement, alors du coup, quand je contacte les amis, c'est plutôt eux qui m'invitent, ce qui est tout à fait adorable. Ils disent « Ouais, mais t'as pas le temps d'organiser, viens, on s'occupe de tout. » L'occasion de les remercier. Voilà, exactement. Donc, je suis heureusement bien entouré pour ça. De faire un repas sympa fait par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que, comme je disais au début, faire à manger soi-même pour quelques personnes, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est un moment en général fort apprécié et appréciable. La recette Samy Canaan, c'est... À une époque, c'est plus très politiquement correct aujourd'hui, même si j'avais déjà fait ça plusieurs fois, les amis voulaient que je le refasse, c'était bêtement un gigot d'agneau. Pas politiquement correct, vous avez dit ? Non, parce qu'on dit qu'il faut manger moins de viande dans ce sens-là, mais au-delà de ça, c'est assez facile à faire. Après, il y a plein de variations, mais le principe, il faut juste le cuire correctement, l'assaisonner. Et puis les gens adorent. Donc si je veux être sûr de combien des valeurs sûres, pas forcément du coup original, mais j'ai dit, ah non, mais je veux faire autre chose. Non, mais c'est très bien. Après, du coup, c'est vrai que mon registre de
pas, je peux suivre des recettes bien sûr, mais de faire de moi-même, comme ça spontanément, des recettes plus végétariennes, à part bien sûr des salades, là il y a encore des progrès à faire. Des plats libanais, vous n'êtes pas... Non, mais alors on me demande souvent, les gens sont déçus, je dis je ne sais pas cuisiner libanais parce que c'est pas forcément sorcier, mais faire un bon taboulé, c'est tout un art. Ouais. Un bon hummus qui est vraiment bien le bon dosage, c'est pas évident. J'ai quelques amis qui savent cuisiner libanais à Genève. Et puis qui font, parce que les gens quand ils mangent libanais, ils mangent des mezés au restaurant, ce qui est super bon. Mais évidemment que les Libanais ne mangent pas des mezés tout le temps. Une partie des mezés sont convertibles en un plat familial, je sais pas, les feuilles de vigne farcies ou des choses comme ça. Puis il y a d'autres plats qui ne sont pas sur les cartes des restaurants. Par exemple, j'ai eu pour la première fois, je rends visite justement, j'y pense, un cousin libanais qui a un restaurant à Nice, libanais. Et il nous a invités dans son restaurant. Bon, mezé, les plats qu'on peut imaginer dans un mezé, ici aussi. Mais un plat qui est à peu près jamais dans un mezé nulle part, c'est un des plats les plus populaires du Proche-Orient, c'est la purée de lentilles. C'est le plat populaire parce que c'est de la protéine du pauvre, entre guillemets. Et qui est tout simple à faire, paraît-il, je ne sais pas le faire, il faudrait que j'apprenne. Et qui est super bon, c'est des souvenirs d'enfance. Puis il a servi justement de la purée de lentilles. Tiens, mon enfance. Puis il y a plein de plats comme ça, de cuisine familiale de base, qui sont excellents et que... Il faudrait que j'en apprenne 2 ou 3, ça pourrait être un joli projet. Voilà. Cette émission a servi à quelque chose quand même. Ouais.